Allier l'art et le sport, le muscle à l'esprit, comme le disait Pierre de Coubertin, est l'un des fondements de l'olympisme. Bienvenue à tous dans cette émission spéciale de À l'affiche. Nous voici donc au cœur de Paris, où dans un an, le 26 juillet 2024, tous les yeux seront rivés sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Quelques 115 bateaux vont transporter les athlètes avec comme décor les plus beaux monuments de Paris. On nous promet un spectacle grandiose pour raconter l'histoire d'une ville capitale et celle de la France. 600 000 spectateurs sont attendus le long des berges. Thomas Joly, connu et célébré pour ses talents de metteur en scène au théâtre, en est le directeur artistique. Il fait le point sur cette grande première. C'est le spectacle d'une vie, c'est le plus gros spectacle du monde. Mais la pression, en réalité, elle est compensée et noyée dans le travail. Il y a tellement à faire, et c'est tellement passionnant d'avoir à bâtir cet immense spectacle, que je suis plutôt au travail. Et je ne vous cache pas que peut-être le jour de la cérémonie, à la minute où ça va démarrer, peut-être je ressentirai, comme tous les acteurs et comme tous les artistes, un peu de trac. Je pense, mais non, il n'y a pas plus de pression que ça. Et ce sera en direct, retransmis dans le monde entier. Ouais. Et pour une fois, vous n'êtes pas à la conception du cadre, car la scène, elle est là. Elle est là. Et c'est la très belle idée des équipes de Paris 2024 d'avoir offert cet écrin pour la cérémonie d'ouverture olympique. Et c'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques que la cérémonie d'ouverture va avoir lieu en dehors d'un stade. Et puis pour moi, artistiquement, c'est le décor de la plus belle ville du monde, avec ce fleuve, cette Seine comme scène, et ce cadre dans lequel moi je dois composer. J'ai beaucoup de chance, et je pense que pour les Jeux Olympiques en règle générale, pour cette édition en tout cas des Jeux, c'est une très grande idée. Comment est-ce que vous comptez célébrer la culture française dans sa diversité, j'imagine ? En réalité, ce qui est très pertinent aussi avec le choix de mettre la cérémonie olympique, d'ouverture olympique sur le fleuve, c'est que l'histoire de France, l'histoire de Paris et de France, elle est là. Elle est inscrite ici dans les bâtiments, dans les architectures. Il y a la grande histoire, il y a aussi les petites histoires, il y a des endroits qui ont des anecdotes, etc. Donc moi, avec une équipe créative, on a étudié, fouillé, visité, cherché dans tout ce parcours ce qui pouvait faire spectacle, pour retirer finalement une histoire de la France, mais aussi une identité de Paris, cette ville où s'éprouve une espèce de conception plurielle de vivre ensemble, une ville qui est faite à la fois des influences du monde entier et qui influence aussi le monde entier, qui est forte en symboles et qui seront magnifiés. Parmi les nouvelles disciplines des Jeux Olympiques, le breakdance, un art issu du hip-hop, est devenu un sport. Nos athlètes se préparent déjà intensément et rêvent de médailles. Mais avant cela, décryptons quelques mouvements. La beauté d'un geste maîtrisé, la vrille, un mouvement en rotation, c'est l'une des figures les plus complexes en breakdance. Marwan Bakrou en livre quelques secrets. Je vais fouetter avec ma jambe droite le plus proche du sol, tout en tirant ma jambe gauche vers moi pour passer de la main droite à la main gauche. C'est une question de technique surtout, un bon équilibre et un peu de force dans les bras. Autre figure incontournable de la discipline, le head spin. Une performance à la fois physique et technique. Je pose bien mes deux mains devant. Ensuite, je vais décaler les mains, la tête et ensuite le corps. Le break, on est dans une forme d'exhibition comme dans un spectacle et on est aussi dans un ring. Donc c'est un battle, c'est des questions-réponses. Et c'est lui qui a le débat le plus structuré, le plus carré, c'est lui qui va apporter le battle en fait. C'est à New York, dans le Bronx des années 70, qu'est née cette danse urbaine. À cette époque-là, personne ne parlait de breakdance. Le terme était breaking ou encore b-boying. Début des années 80, inspirés par le mouvement de jeunes Français s'approprient à leur tour le breakdance et la culture hip-hop. En fait, c'est une histoire de feeling.
Quand on a vu les images comme ça qui passaient à la télévision pour la première fois, on a vu des gens qui faisaient des trucs absolument incompréhensibles, qui tournaient sur la tête, sur les épaules, sur les bras. On voit ça, on comprend pas, alors on vient dans des cours pour comprendre comment ça se passe. Et à ce moment-là, on peut plus en partir. Dès lors, en salle, en studio ou dans la rue, on break, on smurf et on se livre au battle avec plus ou moins de maîtrise des gestes. De plus en plus populaire, le breakdance s'est aussi structuré au fil du temps. Et grande première, la discipline fera son apparition aux côtés d'autres sports urbains aux Jeux de Paris 2024. L'INSEP, le centre d'entraînement olympique, accueille depuis le mois d'octobre dernier les 6 meilleurs danseurs français. C'est une danse qui a commencé dans la rue et maintenant qui termine aux Jeux Olympiques. Donc nous, B-Boy, qui avons commencé pas forcément dans ce cadre-là, mais en fait d'atterrir dans ce cadre-là avec les autres athlètes des autres sports, mais c'est une reconnaissance. Une reconnaissance et un défi immense, celui de pérenniser la discipline au-delà de Paris 2024. Saviez-vous qu'au début du XXe siècle, les arts comptaient parmi les disciplines aux Jeux Olympiques? À 1 an du coup d'envoi des Jeux de Paris, le festival Forme Olympique mêle art et sport tout l'été dans la capitale. Un reportage d'Élodie Radnac. Allez. Et on court, Ce cours de fitness en plein air invite le grand public à se dépenser. Allez, on répète, on y go. Une activité participative entre danse et musculation. Parfois, on essaye un petit peu d'appeler les gens. À la fin, il y a quand même beaucoup de gens qui dansent et qui juste aiment partager ce moment, donc c'est cool. Cette compagnie de danse contemporaine propose une chorégraphie pour tous les âges. Les parents, les enfants, tout le monde y allait à fond. L'été, c'est vraiment l'occasion aussi pour découvrir des nouveaux lieux, des nouvelles scènes, de profiter tranquillement de tout ce que peut offrir Paris et la banlieue. Mais il ne s'agit pas seulement de pratiquer. La ville de Paris souhaite avant tout allier le monde de la culture et du sport 1 an avant les JO. L'idée, c'est vraiment d'avoir le public le plus large possible et justement de rapprocher peut-être le public le plus traditionnel de ces deux mondes pour qu'ils viennent autour d'un élément commun qui sera les Jeux Olympiques et Paralympiques. L'occasion pour le grand public de redécouvrir des installations sportives, comme ici, grâce au son. 50 micros sont fixés aux structures de ce gymnase. On essaye de faire entendre des sons du sport auxquels on n'a pas accès normalement. Ce sont les sons un peu intimes du sport et ce sont les sons des gestes des sportifs. Ici, il y a un capteur et cette plaque de plexiglas, en fait, elle va faire membrane, un petit peu comme une grosse caisse. Les gestes sportifs se transforment en instruments de musique. Ça doit faire un bruit et c'est le bruit qui est agréable à entendre à l'oreille. Athlètes et techniciens font résonner le bâtiment entier dans ce spectacle immersif. Au total, pour cette Olympiade culturelle, 50 festivités gratuites ont lieu jusqu'à mi-septembre. Pour les champions, une bonne alimentation est synonyme de performance et de bien-être. Vous allez le découvrir au pays de la gastronomie, ce sont les chefs étoilés qui se mettent au fourneau. L'idée de la volaille aux écrevisses, donc là qu'on réinterprète un petit peu avec nos petites langoustines. Dans son restaurant, la chef parisienne Amandine Chéniaud peaufine sa recette. Ce plat sera servi aux athlètes des Jeux Olympiques. J'ai une pintade qu'on a cuite à basse température, donc encore bien rosée, bien juteuse. La chef a eu carte blanche pour imaginer une quinzaine de recettes. Bah oui, parce que c'est un gros challenge, parce qu'il y a évidemment il y a cette portée symbolique quand même. On représente la France, on représente notre pays, on représente ce savoir-faire et ce savoir-être. Et c'est aussi une grosse mécanique. On va accueillir une foule énorme comme ça pendant tous ces Jeux. Au nord de Paris,
le village des athlètes est encore en pleine construction. Dans un an, le site accueillera 12 500 sportifs qu'il faudra nourrir 24 heures sur 24. L'objectif, c'est restaurer l'ensemble des athlètes, les 12 500 athlètes qui viennent de 206 délégations, du petit déjeuner au dîner. Et donc, c'est de leur offrir une restauration à la hauteur de leurs attentes pour leur permettre la plus belle des performances sur les sites de compétition. Les recettes et l'expérience viendront aussi de Marseille. Le chef 3 étoiles Alexandre Mazia, ancien joueur de basket professionnel, fera partie de l'aventure. L'idée, c'est vraiment d'arriver à avoir quelque chose de, je dirais, de iodé, de salin, mais la salinité naturelle. Orfèvre de la gastronomie, le chef pense ses recettes pour les JO depuis déjà 2 ans. L'alimentation, elle est indissociable de la performance, elle est indissociable aussi du bien-être. Donc, il y a un facteur qui est vraiment très important. Les athlètes auront aussi accès à de la street food saine et ludique. Le food truck du chef fera le déplacement à Paris. Le food truck, il ne faut pas le sous-estimer. Le food truck, pendant le confinement, il sortait jusqu'à 1200 tickets par jour. C'est-à-dire qu'il y avait 1200 passages. Évidemment, on était 9 à l'intérieur, ce qui ne sera pas le cas, là, je pense, pendant les JO, mais on est capable de faire de belles choses avec le food truck. 1,3 million de repas seront servis pendant les Jeux Olympiques, soit près de 40 000 quotidiennement. Merci de votre attention. Je vous dis à très vite. On se quitte avec quelques images de l'exposition Victoire au Musée national du sport de Nice. Une collaboration avec le Musée du Louvre pour tisser des liens entre œuvres classiques et sport moderne. C'est jusqu'au 17 septembre. C'est comme si un diable avait tué tout ce qu'il y avait ici. Retour à La Palma, 1 an après l'éruption du volcan de la Cumbre Vieja, qui a engendré. C'est vraiment difficile de voir que le travail d'une vie a été détruit. Nous nous sentons abandonnés, trompés, on se sent exclus. Aujourd'hui, je suis plus inquiet pour le futur que pour ce qui s'est passé par le passé. Je pense que si tout va bien, en juillet-août, nous pourrons avoir un bananier ici. Billet retour au volcan de La Palma. À voir sur France 24.